pourquoi ces partis politiques qui étaient à l'Assemblée nationale n'ont pas demandé les contrats? Pourquoi les partis politiques qui ont siégé entre-temps à l'Assemblée nationale n'ont pas exigé à avoir copie des contrats? Parce qu'un député a droit d'avoir accès à un contrat, à avoir certains documents. Pourquoi les gens ne l'ont pas fait? Il y a toute une question, c'est des questions, bon, voilà. Donc moi, je pense que c'est aussi l'une des faiblesses structurelles de la classe politique en général, et surtout ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Quand tu veux conquérir le pouvoir, tout ce que tu peux utiliser de façon, je dirais, tout ce que tu peux utiliser de façon légitime pour mettre en difficulté le pouvoir que tu combats, tu l'utilises. Moi, j'ai même demandé à certains responsables politiques d'aller à Tablibo là-bas et de se faire filmer dans les villages là-bas. D'aller aussi à Hauteux et c'est pas, toute la zone des phosphates, d'aller voir comment les villages sont dégradés, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et de faire des petites vidéos, d'interpeller les gouvernants. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Mais quand vous allez dans cette zone-là, c'est le désastre total. Vous savez que le lac Togo est très pollué. Les gens ne le savent pas. Quand vous prenez tout la boue de phosphate qui est déversée dans la mer à partir de Kwemé, avec le lavage des phosphates, il y a une dérivation de cette boue-là jusqu'à Badagry au Nigeria. Et entre-temps, le Bénin et le Nigeria ont saisi l'Organisation mondiale de l'environnement pour demander à ce que le Togo puisse mettre fin à cette pratique qui consiste à déverser. Mais Ferdinand, oui, c'est ce qui donne cette couleur fluorescente à l'eau de mer, côté anérobe. Exactement. C'est grave. Et c'est beaucoup de métaux lourds. Et donc, comment on appelle ça? Et cette boue de phosphate-là, elle rentre dans l'embouchure au niveau d'Anéron, là où vous voyez le pont là. Et elle envase le lac. Elle envase le lac jusqu'à Sewatilkopé. Moi, je suis allé avec mes équipes à Sewatilkopé. Les populations nous ont dit que le lac est en train de se saturer et qu'il y a même plus de poissons dans le lac à cause de la boue qui dérive. Et donc, c'est des dégâts que les gens ne voient pas. Il y a eu des études de quelques universitaires qu'on peut trouver sur Internet sur la question des métaux lourds. On a eu une collègue de TV5 Monde, Caroline, avec qui j'ai travaillé. On est allé sur le terrain, on a filmé beaucoup de choses. Mais ça, les gens qui veulent le pouvoir devaient s'en servir pour demander des comptes. Parce que vous imaginez que la ville de, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça ville, Kwemé, c'est un faubourg. Il n'y a même pas une seule rue goudronnée à Kwemé. Là où il y a l'usine de traitement des phosphates, il n'y a pas une seule rue goudronnée à Kwemé. Alors qu'ils font des milliards. Oui, il n'y a pas une seule rue goudronnée à Kwemé. Il n'y a pas, vous allez là-bas, c'est le désastre total. C'est le désastre. Et vous rencontrez des gens qui sont là, c'est la pauvreté qui se lit sur les visages. Donc, notre problème est très profond. Est très profond. Tant que ces dirigeants qui sont des affairistes qui seront là, il n'y aura aucune transparence dans... Vous prenez le port aussi, c'est pareil. Tous les secteurs, c'est pareil. Mais quand on change le nom de Togocom en Yass, est-ce qu'on a donné des explications à quelqu'un? Alors que le ministre, Sinan Lawson, nous a dit que le Togo a 49% des actions et qu'avec les 49%, le Togo ne va jamais permettre qu'on fasse n'importe quoi avec la société. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus ce que le Togo a comme action dedans. Mais des gens ont décidé de changer le nom et de faire ce qu'ils veulent. Mais ces malgaches-là, apparemment même, ce n'est plus des malgaches qui sont à 100% dedans, dans ce groupe-là, dans cette firme-là. Apparemment, il y aurait un Israélo-Congolais ou Gabonais qui serait à la tête, un métis là, à la tête de ce groupe-là, qui est soupçonné même par le Mossad, de financer le terreau dans ce pays-là, de financer le terreau au Liban. Libano, mais tout est à refaire, Ferdinand. Donc, moi, je pense que, voilà, pour répondre à la question de notre frère, c'est ce que moi j'ai à dire. Bon, voilà. Merci beaucoup. C'est une question, Ferdinand, au sujet de la dégradation du littoral. Oui. Ils auraient touché des subventions pour faire un boulot là-dessus. Vous en savez quelque chose sur ce dossier? Il y en a beaucoup. On peut retrouver ça avec Ditri. On peut retrouver, il y a énormément de financement de la Banque mondiale, de plein de partenaires pour refaire le littoral. Et vous voyez bien que le Bénin s'en sort bien avec tout ce qu'ils sont en train de faire, la corniche et tout ça. Mais nous, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. On vient mettre
quelques gravats comment on appelle ça, quelques gravats de roches. Et puis, Voilà, c'est ça. et puis on prend des photos et puis on s'en va. Et puis 3 mois après, les vagues surmergent les gravats de roches qui se retrouvent au fond de la mer et puis les vagues continuent. Donc, ils ne font véritablement pas grand-chose en termes d'action fondamentale pour arrêter l'avancée de la mer. Et pourtant, on a la côte la plus courte, hein, de la côte, c'est quoi, 48 kilomètres. On aurait pu, et ces 48 kilomètres-là, une grande partie est occupée par le port, par les phosphates et puis par je ne sais pas quoi. Donc, le reste, on aurait pu quand même l'aménager, mais ils font pratiquement rien. Donc, il y a énormément de projets qui sont financés, mais à la fin, les résultats ne sont pas à la hauteur de l'argent qui arrive. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un gros dossier qui va arriver aussi. Tous les financements que l'État encaisse pour ces projets-là, c'est encore un dossier dont on va parler ici plus tard. Ne vous inquiétez pas. On va passer la parole. Avant janvier ou mi-janvier, hein, au plus tard, hein, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Ok, Théodore, on va passer la parole à qui après? Monsieur Ok, il y a Ferdinand. Marc, oui. Ouais. S'il vous plaît, c'est pas poser les questions. Allez-y. Monsieur Ferdinand, comment est-ce que Ditri et Milawa ont pu gagner à ce loto là ce matin? C'est une fête de fin d'année ou quoi? Bon, Qu'est-ce on qu'ils en t'ont parlera. donné? Une potion magique? Tu sais que je suis fâché contre toi. Bon, on en parlera. Ouais, je sais là. Oh, On en toi parlera. là. Ah. On en parlera. Nialeka, je sais pourquoi tu t'es fâché comme moi. Et puis c'était Marc c'était un critique a malentendu. frappé. Non, c'est autre chose. Il s'est fâché contre Non, moi. c'est-à-dire Parce que, c'est-à-dire que, non, ne dis pas ça ici. C'est entre toi et moi. non, je vais rien dire. Moi, Ah, ok. ce que je vais dire. Ne fais même pas allusion. Ok. Non, on a l'occasion d'échanger. Ce que je voulais dire, c'est que il faut avancer Et toi, ouais. et laisser tomber les polémiques. Avancer. Moi, nous n'y sommes pas. Avancer Je sur suis les- trop critique. avancer sur les questions qui touchent directement les Togolais. Et on va en parler. Avancer sur les problèmes qui touchent directement. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle dans la vie, c'est pas, nous sommes tous des mortels. Dans la vie, les choses vont parfois se décantent d'elles-mêmes. Donc, ne perdez pas trop de temps sur les choses subsidiaires. Avancez sur l'essentiel. Avancez. Si vous avez de l'audience, et je pense que vous avez de l'audience, parlez directement des choses qui touchent directement les Togolais. Les questions fondamentales. Les manques d'hôpitaux, le manque de routes, le manque de ci, le manque de ça. Les mines sont pillées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Togo dont les gens ne sont même pas au courant. Il y a énormément de choses qui se passent au Togo. Si le Togo était bien géré, on peut même avoir un budget de 10 000 milliards. On peut avoir un budget de 10 000 milliards. Parce que les ressources que nous avons au Togo, le Bénin n'en dispose pas. Hein. Le Bénin n'en dispose pas. Mais où est-ce que les Béninois lèvent autant d'argent pour faire des travaux et que nous, on a l'impression qu'une grande partie de l'argent prend des chemins bizarres. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a, par exemple, un port en eau profonde, le plus grand de la région. On fait les calculs, on dit oui, on a vraiment, on a deux plateformes portuaires. Hein. On a le port ancien et puis on a la LCT qui fait le transbordement, donc beaucoup de millions de conteneurs par an, donc beaucoup d'argent qui est généré. Et on n'a même pas de route pour relier le sud au nord. On n'a même pas de route pour acheminer les marchandises. Donc, c'est fondamental, ces genres de questions. On n'a pas de rail. On n'a pas de rail. Même les rails que les Allemands ont laissés, ils ont laissé les gens couper tout ça pour aller vendre à Gakpo, tout ça. Les gens ont coupé les rails. Les gens ont coupé. Donc, il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. Et c'est ça qui va nous faire c'est ça qui va nous faire grandir, quoi. Voilà. Ferdinand, on va se parler. Moi, je peux vous dire. Je sais que tu t'es fâché contre moi, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Mais je sais que c'est le temps seulement. Bon, mais c'est juste une question. Hein. Comment est-ce que tu penses, et c'est la raison pour laquelle moi je suis monté. Et aujourd'hui, un journaliste, c'est un enquêteur, c'est un investigateur. C'est lui qui ouvre la porte aux polémiques. Hein? C'est-à-dire, ce que nous appelons l'Aguedetto, c'est un journaliste. OK? Pour toi, OK, nous avons notre résultat. OK? Mais tout ça, là, il faut être prêt quand il y a un changement pour pouvoir développer les journalistes investigateurs. Quand toi, tu as vécu au Togo, quel est le problème
pourquoi tu penses que au Togo aujourd'hui, même dans le temps des Yadema, on ne peut que compter au doigt de la main les journalistes investigateurs. Qu'est-ce qui fait d'un journaliste investigateur quelqu'un qui peut rester sincère à son métier au Togo? Quel est le problème? Non, le problème, c'est la nature du régime. C'est la nature du régime. Vous voyez des gens, la prise de risque est énorme. Bon, moi, je me suis retrouvé en exil. Il y a mon camarade, il y a 2 ans, on était en prison avec Joël Légal. Il est mort à la sortie de prison. Il est mort. Et ce ne sont pas des choses qui encouragent d'autres à se lancer dans l'investigation. Parce que l'investigation, c'est dangereux. C'est compliqué. C'est très dangereux, l'investigation. Et donc, les gens ont peur. Donc, les gens se préservent. En réalité, c'est ça. Aujourd'hui, avec la fermeture des médias par la haute autorité de l'audiovisuel, avec les histoires de prison pour les journalistes, il y a beaucoup qui ne peuvent plus prendre le risque de faire ce qui se fait là. Moi, je parle beaucoup avec des journalistes depuis que je suis parti. Je parle avec des confrères. Les gens ne veulent plus parce que c'est une question de vie ou de mort. Et puis, quand on te prend et puis bon, on te liquide et ça, c'est vrai. Donc, c'est un problème c'est la peur. C'est la nature du régime. C'est la nature du régime. C'est pas que les gens n'ont pas envie, mais quand les gens voient ce qui arrive à leurs prédécesseurs ou à leurs confrères, les gens se disent bon, si je vais faire tout ça pour finir en prison, bien pour mourir, autant me calmer, quoi. Ferdinand, justement, hein, vont la peur là, les Kémila, ouais, à mon lade, vont les là réagir. C'est-à-dire quoi, c'est ça. Peut-être que je n'ai pas bien posé la question, parce que ce que je dis, il y a déjà cette peur-là. Le journaliste investigateur voit la guerre et il va là-bas. Il sait qu'il peut mourir. Il y a cette peur. C'est cette peur-là qui fait d'un journaliste investigateur un journaliste investigateur. Le journaliste investigateur voit un réseau de mafia. Il va là-bas, mais il sait qu'il peut être décapité. Toi, tu as vu le danger. C'est ça qui a fait de toi un journaliste investigateur. Matter of fact, c'est ça qui fait de toi un bon journaliste, n'est-ce pas? Peut-être j'ai mal posé la question. Si les gens disent qu'ils ne veulent pas prendre ce risque-là, c'est qu'ils n'ont jamais, ils ne peuvent jamais être un journaliste investigateur. C'est le risque qui fait d'un journaliste un journaliste investigateur. Oui, je comprends, Marc, je comprends. Mais tu sais, entre l'instinct de survie et la prise de risque, le choix est vite fait, hein, pas certain. Il faut pas se faire d'illusions. Hein. Le régime, de par son histoire, était toujours un régime violent. C'est pas un régime qui fait c'est pas un régime qui fait dans la dentelle, hein. C'est très violent. Et donc, à partir de ce moment-là, tu as la pression. Tu as la pression de tes camarades, tu as la pression de la famille, tu as la pression de tes proches. À un moment donné, tu vas choisir, hein. Tu vas choisir. Et tu vas te dire, bon, je vais pas faire tout ça pour finir 4 pieds sous terre, donc je préfère me taire ou faire comme tout le monde, quoi. Voilà. Ben, c'est cette peur-là qu'il faut extirper. Je pense qu'il y a un travail qui se fait, ça arrive, les gens commencent pas à parler de plus en plus, les gens s'expriment de plus en plus. Il faut continuer par le faire pour que la parole soit libérée, pour que les gens comprennent que bon, cette peur qu'on nous a inoculée depuis 1963, elle n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Vous voyez. Donc, voilà ce que moi je pense. Quand Sylvanus a été tué en 1963, les Togolais n'ont jamais vu ce qu'ils ont vu en 1963. Quand Sylvanus a été tué, les militaires, ou bien bon, les soldats qui étaient dans l'armée, qui sont venus en appui à ceux qui ont initié le coup d'État, qui n'étaient pas dans l'armée, parce que Yadima n'était pas dans l'armée en 1963, c'était des demi-soldes de la guerre d'Algérie qui voulaient rentrer dans l'armée et que Sylvanus s'opposait pour des raisons financières et idéologiques. Mais ils ont eu des complicités dans l'armée pour faire cette opération-là. Et quand ils ont sorti les armes qu'ils ont postées à plusieurs carrefours de la ville, parce qu'à l'époque, en 63, Lomé était une petite ville. Mais tout le monde a eu peur, personne n'est sorti. Et c'est à partir de ce moment que cette peur-là a été inoculée dans la population. Après, il y a eu les événements de 71 où on a tué les Djagba, les Kolor et puis les OCI. Et puis la décapitation a continué jusqu'à maintenant. Et donc, dans chaque famille au Togo, en tout cas majoritairement au Togo, il y a une victime. Et ça traumatise les gens.
partons là-dessus. Bon, Ferdinand. là, les gens, moi, je En vais partir. Je vais 2024, dire quelque chose, je vais dire quelque chose ah, à Ferdinand, puis je je- vais partir. Ferdinand, je voudrais te faire une doléance là, Ouais, pour que le début de l'année, ouais. que nous prenons une semaine, et si tu peux être présent sur le cas Madame Agba Bertrand, parce que moi, je suis en train de préparer quelque chose avec une sœur pour exposer et bon, je vais t'en parler. Il faut que nous prenions une semaine parce que moi, je me dis personnellement qu'on n'a pas fait un bon travail quand il s'agit de Madame Agba Bertrand. Et je voudrais que tu continues par en parler, s'il te plaît. Et cette dame-là, il faut qu'on la sorte. Donc, je veux qu'on fasse un assaut d'une semaine sur le cas de Madame Agba Bertrand, si tu le veux. Bon. Et puis, on se parle en inbox et D'accord. tu sais, je m'excuse publiquement pour ce Non, que non, non, t'inquiète. On en parlera. On en ah, parlera. ok, d'accord. Ok, tu passes une bonne fête, hein. La Merci. légende, on se voit. Mila, ouais. Et puis, Ditri, du courage, continue, ok. on est ensemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Du beaucoup, coup, s'il vous plaît. Merci, Marc. La légende, 2 secondes, s'il oui, vous plaît. vas-y. J'aimerais bien qu'on reste dans le sujet, s'il vous plaît, parce que ce n'était pas prévu que le grand frère Ferdinand nous fasse l'immense honneur d'être parmi nous. J'aimerais bien qu'on reste dans le sujet de Scan Togo et des mines et tout ça du Togo, s'il vous plaît, et qu'on ne déborde pas trop. Donc, Ferdinand, si tu le permets, je peux donner encore quelques questions. On a assez abusé de ton temps. Peut-être que Non, tu as des choses à faire, non. préparer ton live de demain et tout ça. D'accord. Donc, si tu le permets, on va prendre encore quelques questions. Ouais. Ok, merci. Oui, effectivement. J'ai une question, notamment sur le phosphate, hein, le phosphate du Togo. Aujourd'hui, hein, ils nous sortent cette histoire de SNPT, hein, cette société qui exploite le phosphate togolais. Ferdinand, ma question elle est celle-ci. Le sous-sol togolais, est-ce que le sous-sol togolais regorge encore de ressources minières de phosphate? Parce que Ouais, les ouais. estimations sont floues. De toute façon, on ne peut pas croire. Mais vous, en tant que journaliste Non. d'investigation, Il qu'est-ce y que en vous a avez plein. là-dessus? Il y en a plein. Le phosphate qui est actuellement exploité, qu'on appelle le phosphate clair, qu'on a commencé par exploiter dans les années, je pense, 56, la mine sera expirée dans 5 ou 6 ans. Elle est déjà à la hauteur de Diaglé. Pour ceux qui vont souvent à Lomé, vous allez voir que la mine est à presque à Veta. Quand vous sortez de Diaglé, vous voyez la mine et vous voyez toute la zone de Diaglé jusqu'à Kégué. C'est assis sur le phosphate. Mais comme la ville est déjà à ce niveau-là, ils ne peuvent pas déplacer les gens. Donc, ces phosphates clairs-là vont finir dans 5 ou 6 ans, selon eux-mêmes leurs estimations. C'est des phosphates, la nature de ce minerai fait que c'est un minerai qui est en surface. On ne va pas trop au fond pour la chercher. Elle est en surface en réalité. Et normalement, elle présente beaucoup d'avantages parce que quand elle est en surface, quand le minerai est en surface, on n'investit pas beaucoup pour l'extraire. Voilà. Par contre, au Maroc, le minerai est plus en profondeur. Donc là, il faut exploser des trucs, il faut rentrer en profondeur et le coût de la production est très, très, très cher. Donc, ce minerai-là, qui est exploité depuis 60 ans, va finir bientôt, dans 6 ans ou 5 ans. Après, il y a le phosphate carbonaté, qui est toujours dans la même zone, qui est estimé à plus de 3 000 milliards de tonnes de réserves, quelque chose comme ça, qui présente aussi des perspectives assez prometteurs pour le pays, parce que c'est un minerai dont les caractéristiques sont assez importantes, et donc c'est ça qu'ils sont en train de prévoir maintenant pour exploiter. Ils sont en train de prendre des contacts pour commencer l'exploitation du phosphate carbonaté, qui lui il est plus en profondeur, donc il faut creuser davantage. Donc il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a une mission qui était aux États-Unis pour rencontrer, je ne sais pas si c'est des financiers ou des gens qui sont dans les réseaux des mines. Et cette mission était dirigée par le directeur adjoint de la CNPT avec quelques experts et le fils de l'Israélien qui les a retrouvés à Washington où ils ont pris des contacts et ils sont rentrés à Lomé. Et donc ça, c'est pour les phosphates. Mais quand vous prenez la ville de Bassar est totalement assise sur du phosphate. Toute la ville de Bassar. Toute la région de Bassar est assise sur du phosphate. Donc, je pense même que la teneur est encore plus grande que celle
de la zone du bas mono. Ouais, parce que, oui, ils estiment 1,1 million de tonnes Voilà. d'extraction Voilà. par année, hein, Ouais. seulement. Parce que la ville de Et- Bassa regorge d'une espèce d'argile rare qui a été même beaucoup exploitée par Paul Haï pour ses sculptures et ses œuvres. Et donc, Bassa est assis sur du phosphate et aussi sur du calcaire, parce que c'est le calcaire, ou c'est pas c'est le calcaire ou le clinker qu'on ramène de Bassa à Wendjilo, à Skarmin Togo pour faire du ciment. Et pour le mélanger, faire du ciment. Et donc, après, toute la zone de Mono, là, tout le bas Mono, là, vous savez que c'est le terminal du fleuve Mono. Donc, ça charrie pendant des années, ça a charrié tous les minéraux. Donc, il y a énormément de choses qui se sont constituées là-bas, dont des terres rares, de l'argile et beaucoup de choses. Et je rappelle que le Bénin, qui est sur le même sédiment que nous, veut l'année prochaine créer une usine de fabrication de carreaux à partir de l'argile. Et cette argile-là vient du bassin du Mono. Du Mono. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, c'est ça. On a énormément de ressources. Effectivement, on est en pleine concurrence avec c'est le Sénégal. Le Sénégal, surtout sur cette exploitation de phosphate. De toute façon, il faut qu'il dégage pour que le Togo aille mieux, quoi. C'est parce que ce n'est plus possible. Ouais. Ce n'est plus possible. Ouais. Et Oui, surtout, moi j'ai une question. Hein. Ouais. J'ai une question. Ouais. Ma question, normalement, quand on fait le live, on dit qu'on va arriver là-bas, mais je vais devancer les autres. Désolé. Comment tu expliques le fait qu'on signe une convention, par exemple celle-là de Scan Togo et l'État togolais, donc on dit que l'État togolais a 10%. Moi, ça me casse la tête. Je me dis, comment on peut avoir 10%? Je comprends pas. C'est-à-dire que l'État togolais a 10%. Bon, ça, c'est ce qu'on écrit. Mais on aurait appris qu'il y aurait des actionnaires togolais. Voilà. Normalement, l'État devait avoir peut-être 40%, 45%. Mais les 10%, c'est pour l'État. Bon, derrière, il y a d'autres personnes qui sont des individus, qui sont au cœur du pouvoir, qui ont des actions qui sont cachées. Ces actions-là, vous ne les saurez jamais. Qui sont cachées. Donc, à la fin, peut-être vous verrez l'investisseur a peut-être 60% ou 65%. Le reste, les nationaux ont pris ça sous des prête-noms. On a vu ça dans le Panama Papers. Il y avait beaucoup de prête-noms qui sont dans WASEM. Même s'il y a des noms qui étaient visibles, il y a beaucoup de noms qui étaient des prête-noms. Donc, c'est ça la réalité. Et donc, il n'y a pas un pays qui subit autant de flux financiers que le Togo. Il y a beaucoup d'argent qui sort du Togo. Tout est dans l'opacité, quoi. À cause de ces trucs-là. Les gens sortent de l'argent. Je donne un exemple. Les Marocains, par exemple, ils contrôlent au moins plus de la moitié des banques au Togo. Oui, 17 banques privées au Togo. 17. Les Marocains contrôlent plus de la moitié des banques au Togo. Je donne par exemple Atlantibank, la BIA, je sais pas, la BOA. Toutes ces banques-là sont sous le contrôle du Maroc. Et le Maroc tient les télécoms. Mais tout le bénéfice que les télécoms font, ça part chaque vendredi. Ça sort du pays. Puisqu'ils ont le même circuit des banques, ils ont le même circuit, donc l'argent sort du pays. Bon, après que les Togolais aient pris leur part, eux, ils sortent l'argent du pays. Donc, le flux financier au Togo, c'est énorme. C'est énorme. Donc, Jitri l'a dit, si Scan Togo fait 54 milliards ou 58 milliards de chiffre d'affaires, 95% sort. Ça sort automatiquement. Quand même, c'est aberrant. C'est la même Pour chose 8 pour le millions Togo. d'habitants. Pour 8 millions d'habitants, 17 banques privées. Oui, C'est grave, hein? Oui. Bon, derrière ces banques-là, il y a tout autre chose. Vous pouvez imaginer. C'est pas, le taux de bancarisation au Togo ne fait pas 40% de la population. Mais pourquoi il y a autant de banques? Bon, vous comprenez, quand un système est mafieux, il y a beaucoup de choses à faire, blanchir de l'argent, faire des trucs, remettre de l'argent sale dans les circuits. Les banques sont là pour ça. Les banques sont là pour ça. Et même dans la sous-région, beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi ce petit Togo a autant de banques? Autant de banques. C'est parce que ces banques-là servent à quelque chose. Donc, C'est ça. il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de réseaux qui ont intérêt à ce que notre pays ne bouge pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas seulement des réseaux. Alors que nous savons que... Alors que nous... au-delà. Ferdinand, Oui. alors que nous savons que c'est les banques qui créent la richesse, hein, dans un pays.
Ah ouais, ici, ça... Voilà. C'est grave. C'est-à-dire que vous avez vu, par exemple, que le Togo a été plusieurs fois épinglé pour avoir vendu des agréments pavillonnaires à des navires poubelles qui font du trafic en Méditerranée, en tout cas partout dans le monde. À chaque fois qu'on arrive, on arrête 2 bateaux quelque part, il y a un bateau qui bat pavillon togolais. C'est de l'argent. Parfois, ils vendent même un seul pavillon à 500 000 $. Tout récemment, c'est au Gabon, non? Oui, On a pris ça. on vend même un seul pavillon à 1 million $. Qui empoche cet argent? Et donc, tous ces réseaux-là, qui ne peuvent pas immatriculer ces navires dans d'autres pays, parce que dans ces pays-là, il y a des obligations de transparence, ils viennent dans le pays qui a le moins d'obligations de transparence, qui est mafieux, et puis on leur donne le pavillon, eux, ils vont circuler dans le monde. Et donc, tous ces réseaux-là n'ont pas intérêt à ce que notre pays bouge ou change. C'est ça la réalité. Donc, vous prenez tous les secteurs. Par exemple, les Israéliens qui gèrent les phosphates au Togo, qui font la commercialisation, qui font la vente, et qui gèrent, alors que c'est une société 100% togolais, mais c'est les Israéliens qui décident. Vous pensez qu'ils seront pour que le Togo change demain? Non. Ils vont faire tout pour protéger le régime. Donc, à chaque fois que le régime est dans une situation un peu délicate, il y a des réseaux qui interviennent pour protéger le régime, parce que le régime alimente tous ces réseaux-là. Il ne faut jamais perdre de vue que le pouvoir des Gnassingbé, c'est qu'en 5 ans de pouvoir, et c'est qu'en 5 ans de réseau, et c'est qu'en 5 ans de trésor de guerre. Ils ont des relations partout. Ils ont des relations partout. Parce qu'ils ont servi beaucoup de gens. Ils ont servi beaucoup de gens partout. Je vous renvoie à la vidéo de Shogel Maïga qui a dit que le père Yadema les avait beaucoup aidés, le fils les aide, et il n'y a pas question qu'il laisse tomber le Togo. Vous avez entendu ça? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est hallucinant, quoi. Alors, quand on prend le rapport au Syndex à 2023 sur la criminalité mondiale, là, le Togo, surtout sur la drogue, ils ont bien mentionné que le Togo reste un point de transit pour le commerce d'héroïne. La drogue rentre par le port autonome et passe par les routes empruntées par les comment on les appelle, les berbères, les Fulani là, pour les Fulani, les Nomas, les Peuls, les Peuls, voilà, les Peuls. Elles passent par ces routes là pour rentrer dans l'interland. Donc le Togo, c'est, quand on le dit, les gens ne nous croient pas, mais c'est un cartel de drogue qui est organisé depuis des années. Et ce port autonome là, dans ce rapport là, les gens interpellent le Togo, disent qu'ils ne veulent pas collaborer avec les autres institutions. C'est grave ce qui se passe. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Franchement, ok. On va passer la parole aussi à... Alors Mathieu, est-ce que tu veux bien prendre la parole pour poser une question? Ou alors on passe à Aveta City. Je pense que c'est peut-être une femme, ou Souloum. On passait à autre, je n'ai pas de questions. Ok. Monsieur ou Madame Aveta City, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Vous pouvez démuter votre micro pour poser une question. Monsieur ou Madame Aveta City 1, Aveta City 2, Aveta City 3. Bon, on passe à Monsieur Souloum. Monsieur ou Madame Souloum. Monsieur, merci mes frères et ok, allez-y. À tous sur le panel. J'avais juste une petite question à poser à Ferdinand, mais bon, je crois que c'est à nous tous que je peux la poser aussi. C'est savoir, est-ce qu'au Togo, en réalité, on parle d'opposition? Est-ce qu'on a vraiment des partis politiques qui sont créés par la population, pour la population, ou c'est tout simplement des passe-droits pour le gouvernement? Ok, donc si je veux bien comprendre, je reprécise ta question. C'est parce que Ferdinand a dit tout à l'heure que les partis politiques, les acteurs politiques ne se saisissent pas des résultats de leur enquête en tant que journalistes investigateurs pour déstabiliser le pouvoir, donc pour avoir un vrai travail de contre-pouvoir. Oui. Donc c'est ça ce que vous voulez dire. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce travail? Ok, très bien. Monsieur Ferdinand, vous pouvez... Oui, pas seulement les travaux des journalistes. Il y a des rapports. Là, les gens viennent de parler de rapports sur la drogue. C'est ça. Il y a ce contrat que Ditri allait sortir. Il y a des sujets sur lesquels Ditri se prononce qui sont des sujets économiques. Est-ce que depuis que nous faisons les débats ces dernières années, est-ce que vous avez entendu un opposant vraiment faire une sortie sur la question de la dette de façon technique?
la dette et les conséquences de la dette sur les populations. Par exemple, pourquoi on s'endette tant? On est passé du point d'achèvement PPTE où on a eu beaucoup d'argent qui est rentré dans le pays pour faire des travaux, pour construire des ouvrages, des infrastructures. On n'a rien fait. Comment est-ce qu'on est retombé dans la dette? Pourquoi on est si endetté? Est-ce que vous avez vu des gens sortir un document technique pour expliquer aux populations que voilà, et la question de la dette, voilà comment il faut l'aborder, voilà les risques que nous courons, voilà. Non, c'est ce genre de choses que nous demandons à nos frères qui alimentent les partis politiques de faire, plutôt que d'être dans les chamailleries de tous les jours. Et quand ils ne font pas ça, la question de savoir si c'est volontairement qu'ils ne le font pas, ou bien c'est le manque de ressources, ou bien, bon, voilà, parce que lutter aussi au Togo, c'est compliqué. Mais je pense que si les gens veulent vraiment prendre le pouvoir, ils peuvent s'organiser autrement, avoir des cellules qui travaillent sur des questions majeures, par exemple les questions économiques, l'endettement, les ressources minières, comment elles sont exploitées, faire des enquêtes pour obtenir des rapports. Il y a quand même des rapports. Par exemple, vous allez dans les bases de données du FMI, vous allez avoir des rapports. Vous allez dans les bases de données de la Banque mondiale, vous aurez des rapports. Vous allez dans les bases de données de la Banque de France, vous aurez des rapports sur les transactions. Vous aurez des rapports sur les transactions. Même si ces rapports ne sont pas exhaustifs, ces rapports vous donnent des indicateurs sur ce qui se passe dans le pays. Mais je pense que ce travail-là n'est pas suffisamment fait. Peut-être parce que les gens sont aussi un peu fatigués. C'est tout ce que moi je peux dire. Bon, mais on va pas leur jeter totalement la pierre. Les gens ont fait ce qu'ils peuvent faire. Nous savons que le totalitarisme ne permet pas d'opposition. La dictature, la dictature, moi, je pense plutôt, Ferdinand, ceci. Les gens, à un moment donné, doivent se rendre compte que ils ont échoué. Et à plusieurs reprises. Et doivent se dire que face à une dictature, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de politique politicienne. Là, les gens, soyons relatifs. Disons qu'ils ont fait de leur mieux. Oui, ils ont fait de leur mieux. Voilà. Ils ont essayé plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il n'y a pas de politique politicienne parce que la nuance, elle est celle-ci. C'est que, à force d'essayer, vous légitimez une démocratie. Parce que le pouvoir en place, c'est une dictature, nous savons. Mais à force d'essayer, on leur donne un crédit de démocrate. On n'est pas parfaitement d'accord. C'est ça qui fausse la donne. On est parfaitement d'accord. Oui, on va passer à... Attends, je descends. Alors, c'est Togodou. Togodou, je pense que Togodou, tu es le prochain. Togodou, tu peux démuter ton micro si tu veux poser une question. Voilà, parfait. Bonjour, monsieur Dutry. Bonjour, grand Baobab. Bonjour. Monsieur Ferdinand Ité. Vraiment, chapeau à vous. Nous d'autres, on s'est beaucoup inspiré sur vous et sur certains textes qui nous a menés dans cette lutte. Bon, je n'ai pas assez de questions comme ça. Seulement, j'aimerais vous faire un petit résumé sur comment rebooster nos frères du Nord pour que je puisse leur parler directement en kabyle. Ok. Est-ce que vous ne ferez pas ça à la fin pour laisser les autres poser des questions? Oui, voilà, merci beaucoup. On va peut-être faire ça après. Merci. Merci beaucoup. Oui, s'il te plaît. Ok, Messan, s'il te plaît, si tu as une question, Messan, tu peux démuter ton micro, s'il te plaît. Essayons d'être concis, s'il te plaît, Messan, please. Oui, merci. Je vais essayer, mais tu me connais, tu sais. Merci. Oui, voilà, c'est pour ça. Ne nous fais pas le coup d'hier de l'article 150. Tu me passes ça, voilà, tu me passes ça, mais s'il te plaît. On a invité, on va essayer de... La situation est tellement singulière que une simple question me serait difficile quand j'ai affaire à un idole, si on peut dire. On est fiers et ravis, enthousiastes d'avoir notre frère Ferdinand Alité. Cher frère, je peux t'assurer déjà de 934 spectateurs pour demain, en attendant les dizaines de milliers qui viendront certainement s'ajouter aux 934 ici présents. J'ai plutôt une question d'ordre général, donc je vais faire un peu un ramassé de ce que tu nous as habitués à
à nous poster tous les dimanches. Ouais. Un petit détour par ton engagement, ton dévouement, et bien évidemment sur la politique générale. Tout d'abord, on te sait être le patriote numéro 1 Oh là là, aujourd'hui c'est trop à défendre notre patrie. Et j'aimerais te paraphraser, tu dis souvent, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. On a tous quelque chose à faire. Moi, je sais que je fais ce que je dois faire. Ouais. Faites le vôtre. On t'emboîte le pas, cher frère. On essaye de faire aussi le nôtre. Et bientôt, on sera suffisamment pour libérer le Togo. Tu le dis jamais, ça. Mais je sais que au fond de ton cœur, c'est ça que tu souhaites. Ouais. Tu es toujours policé dans tes interventions, virulent par moments pour montrer aussi ton exaspération et surtout pour nous inciter aussi, nous autres qui sommes de l'autre côté, à t'emboîter le pas. Tu es ici sur un panel qui représente d'autres patriotes qui ne sont peut-être pas aussi connus que toi aujourd'hui, mais qui luttent pour le devenir et certainement le deviendront-ils. Cher frère Ferdinand, eu égard au long condensé que tu nous as fait depuis maintenant X mois sur TikTok, penses-tu réellement que tes révélations, qui normalement, dans un pays démocratique, devraient attirer l'attention, sinon au moins des partis d'opposants, le fait qu'ils soient léthargiques du fond de toi, penses-tu qu'ils sont une branche du parti au pouvoir? C'est une question très complexe et difficile. Tu sais, moi, Est-ce que tu... tu sais, j'ai longtemps milité. Ferdinand, excuse-moi, Ferdinand, est-ce que c'est une question un peu tendancieuse? Est-ce que tu veux y répondre ou pas? Non, je vais tenter. Ok, d'accord. Moi, j'ai milité longtemps. Hein. Tu n'y es pas obligé, hein, Ferdinand. Non, moi, j'ai milité longtemps et je connais tous les acteurs politiques. Je les ai côtoyés. J'étais très jeune, je les ai côtoyés. Moi, j'allais chez Gélikis à 19 ans. Maintenant, j'en ai près de 50, plus de 50. Et donc, je connais tous ces gens-là. J'ai été membre de toutes les coalitions. Je sais comment ça se passe. Je sais que les gens ont fait de leur mieux. Il y a eu des mauvais pas, il y a eu de mauvaises appréciations, il y a eu des erreurs qui ont été commises et qui ont renforcé le régime. Après, dans une situation comme le Togo, il y a aussi des gens qui sont dans des compromissions. Ça, on peut pas refuser. On peut pas le refuser. Parce qu'on est dans un fourre-tout. J'ai l'habitude de dire aux gens que Blaise Compaoré, moi, j'étais là dans la révolution là qui a fait tomber Blaise Compaoré dans les moments où Blaise Compaoré est tombé. J'étais même dans la maison de son frère qu'on a saccagé là. Et les Burkinabés se sont rendus compte à la fin, quand Blaise Compaoré est tombé, que Blaise Compaoré nourrissait beaucoup de partis d'opposition à lui, qui venaient même l'insulter sur les médias, mais le soir, il se retrouvait. Et donc, c'est des réalités qui existent dans des régimes pareils. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut pas en faire un sujet de crispation. Il faut avancer. Il faut avancer tout en restant vigilant. Moi, le seul problème que j'ai eu avec certains acteurs politiques, c'est mon franc-parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avec leurs militants qui ne me portent pas dans leur tête, mais ces gens-là, on les a supportés pendant longtemps. Nos journaux étaient dévoués à les porter quand ils étaient dans des moments difficiles. Le jour où on a émis la moindre critique, mais ils nous ont insultés, traités de tous les noms d'oiseaux, continuent de nous insulter. Alors que nous, dans notre démarche, moi je suis un journaliste. Demain, si le Togo change, je ne mettrai pas à la place de Faure Gnassingbé notre dictateur qui va opprimer la presse. Je ne mettrai pas demain à la place du Togo de Faure Gnassingbé quelqu'un qui va venir fermer les questions des libertés publiques, écraser les voix discordantes, envoyer des journalistes en prison. On se bat pour que le Togo soit libre pour toujours. On ne se bat pas pour changer un système oppresseur et en mettre un autre qui va aussi opprimer les populations. Et sur cette question-là, on est intraitable.
On est intraitable. Parce que si demain le Togo change, je vais bien continuer par faire mon journalisme, si je dois faire mon journal d'investigation. Il ne faut pas que ceux qui viennent, qui nous ont dit que bon, nous venons pour le changement, commencent par envoyer des journalistes en prison parce qu'ils sont contre la contradiction ou bien ne veulent pas accepter le travail des journalistes. Donc, quand on sent que des gens sont réfractaires aux critiques, là, ça nous inquiète. Est-ce qu'ils sont vraiment porteurs de valeurs, d'idéal? Ils veulent vraiment le changement ou bien ils veulent juste le pouvoir pour faire exactement la même chose? Donc, ces questions-là sont des questions pertinentes, mais moi, je dis, il faut aller au-delà après avoir fait le constat et avancer. Le peuple togolais n'est pas un peuple bête, hein. Les gens écoutent, hein. Les gens écoutent, les gens analysent. Les gens pensent que les Togolais sont les premiers pays à voter au monde, hein. En Afrique plutôt. Les Togolais sont très lucides. Et ça se transmet de père en fils, hein. Les gens sont très, 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 très lucides. Les gens savent ce qu'ils font. Quand on dit que le régime n'a jamais gagné d'élection, c'est une réalité. Et si le régime modifie chaque fois les lois pour aller aux élections, pour avoir la faveur de dire qu'on a gagné dans les urnes, c'est parce que le régime se sait vraiment impopulaire. Donc les gens savent ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, le travail qu'on fait, ça pénètre le pays. Les gens sont au courant, les gens savent ce qui se passe. Même quand vous faites cette émission-là, il y a beaucoup qui sont branchés, qui sont du pouvoir, qui sont avec des faux profils pour vous écouter. Moi, quand je fais les lives les dimanches, dans le système, ils sont tous là, ils écoutent, hein. Ils écoutent. Ils écoutent. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le système qui sont fatigués du régime. Mais ils sont dans l'incertitude. Ils sont même aussi pris en otage par le même système qu'ils ont servi pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est des gens, il y en a qui sont extrémistes, il y en a qui sont là pour tirer, mais il y en a aussi qui sont très inquiets. Et qui se disent, mais on va où? Une dictature ne peut s'effondrer que si les bases sont fragilisées de l'intérieur. Ça, c'est historique, hein? C'est factuel. Et c'est historique. Aucun régime de ce genre ne s'effondre s'il n'y a pas une action des gens de l'intérieur. Tôt ou tard, c'est sur ça. Ça va être comme ça. Donc, travaillons à faire comprendre aux gens que le changement qu'on veut, c'est pour le bonheur de tous les Togolais, pas seulement pour un petit groupe contre un autre groupe, quoi. Donc, alors, voilà. revenons rapidement, Ferdinand. Le Togo a-t-il du diamant? Alors, il y a des indices. Il y a des indices qui portent à le croire. En 2007, le Togo a adhéré au processus de Kimberley. Vous connaissez le processus de Kimberley? C'est ce mécanisme qui permet de tracer les minerais, notamment le diamant. Les diamants de sang, c'est Voilà. contre le diamant de Exactement. sang, c'est ça, voilà. Donc, le processus de Kimberley, c'est d'abord le diamant. Après, je pense qu'ils l'ont étendu à l'or et tout ça, mais c'est le diamant. Et en 2007, le Togo a adhéré à ce processus-là lors d'une conférence en Angola. Je pense que le Togo avait été représenté à cette conférence par le professeur Ninevi, qui était ministre des Mines. Alors, le Togo ne peut pas rentrer dans un processus de traçabilité de diamant s'il n'est pas producteur. Ça, c'est clair. Maintenant, Exactement. où est-ce que ça se produit? Bon, peut-être fondamentalement dans la région de Badou. Parce que C'est ça. dans ces coins-là, il y a des localités, il y a des zones qui sont délimitées comme des zones de je ne sais quoi militaire où personne ne rentre. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, Paraît-il qu'il y aurait des exploitations sauvages, hein, des carrières. Non. Même les populations ne savent pas ce qui sortent de leur sous-sol. ouais, je pense qu'il y a des choses qui se passent qui sont généralement dissimulées, quoi, dans cette zone-là. Donc ça, c'est ça. On a C'est comme identifié des entreprises de vente de sable, c'est bien suspect, hein, qu'on retrouve dans le rapport des ressources minières, là, d'Itriette. ITIE. Voilà, Voilà, le rapport ITIE. Voilà, des entreprises de transport de sable dans ces régions-là. Ah ouais. C'est aberrant quand même. Hein. ouais. Il n'y a pas un pays qui dissimule l'exploitation de ces ressources autant que le Togo. Mais je rappelle au passage que au temps de Yadema, il n'y avait pas autant de ressources qui étaient exploitées. Je ne sais pas si c'est parce que Yadema était conscient qu'il fallait les préserver, mais quand Faure est arrivé, ils sont rentrés dans l'exploitation systématique de toutes les ressources. Dans tout le pays, ils ont ouvert les mines partout. Ils ont cédé des contrats à des gens partout dans le pays. Et donc, vous avez vu ils exploitent le dolomite vers Tado. Après Tado là-bas, j'en ai parlé longuement avec les villages qui sont dévastés et tout ça. Et donc personne ne sait où
où vont toutes ces recettes-là? Où vont toutes ces recettes-là? Et c'est ça qui est inquiétant. Après, il y a la question du pétrole. Il y a la question du pétrole. Voilà, le pétrole. Le Togo, qui est l'un des plus grands fournisseurs du Gabon, selon les chiffres que le Gabon même a publiés. On sait qu'au large du Togo, il y a eu une enquête qu'on a eu à faire avec un de nos confrères du Nigeria qui est dans nos réseaux. Lui, il est même allé là. Il s'est déguisé en acheteur, il est allé là. Il s'est déguisé comme un négociateur, il est allé là, en haute mer là-bas. En fait, il y a un marché, je sais pas comment il faut appeler ça, un hub, un truc comme ça qui est sur la mer là-bas, où tous les tankers, ils viennent dans les eaux territoriales du Togo. C'est une plateforme, hein, oui. Voilà, c'est une plateforme. Ils viennent et puis après, ils transvasent le carburant à des petits navires qui servent les pays de la région. Et donc, comme c'est sur le territoire togolais, dans les eaux territoriales togolais que ça se passe, la livraison est considérée comme une production. Parce qu'il y a les pays producteurs et exportateurs, mais il y a les produits exportateurs non producteurs. Sur le principe du pétrole, c'est comme ça. Il y a les pays producteurs et exportateurs, il y a les pays exportateurs mais non producteurs. Vous pouvez avoir une raffinerie chez vous, recevoir du pétrole brut, le traiter, le raffiner et le vendre. Donc vous êtes exportateur mais non producteur. Donc sur cette plateforme-là, qui est un marché, il se passe des choses énormes là-bas. Maintenant, les recettes qui sont engendrées par cette plateforme-là, ça va où? Personne ne sait. Au moins là, on a la certitude parce qu'il y a un journaliste d'investigation du Nigeria qui est allé là-bas. Et généralement, les gens qui viennent négocier le pétrole là-bas, ils viennent sur le territoire togolais, ils sont dans les hôtels. Le journaliste a cité tous les hôtels dans lesquels il reste dans son enquête. Je peux envoyer l'enquête là, si je le retrouve à Ditry. Et voilà. Donc, au moins, on a une idée de ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de carburant qui vient du Nigeria aussi, qui est du carburant de contrebande que les mafieux du Nigeria font venir sur cette plateforme-là pour les vendre. Donc, le Togo perçoit certainement des commissions sur cette contrebande du carburant qui vient du Nigeria. Il y a des tankers qui viennent d'autres pays. Et il y a parfois même la qualité même du carburant qui a été remise en cause par les enquêtes de Public Ice, qui est une ONG suisse. Donc, voilà. Après, maintenant, est-ce que nous-mêmes, on a une plateforme d'exploitation du pétrole, de production et d'exploitation du pétrole? On poursuit les enquêtes. Je ne peux pas être formel pour le moment. J'aurais appris aussi qu'au nord, au Ghana, il y aurait des... Ferdinand, moi je vais quitter, si vous me le permettez. Karl. Ouais. Je veux seulement le saluer. Oui, salut Karl. Ok, Karl, Alors, vas-y. grand frère Ferdinand, je veux prendre vos salutations pour mes enfants, parce que je veux que mes enfants dotent de votre intelligence. Donc, je vous salue. Merci et mes beaucoup. enfants vous saluent aussi. Merci aussi. Merci infiniment, Ok, Karl. passez Merci. une bonne journée. Bonne Et journée. Merry Christmas, Happy New Year. Yeah. Thank Bye you. la famille. Thank you, Karl. Karl, et voilà, moi, je suis vient que ce que Karl. Waouh, Il est coucou. Ferdinand, mais nous n'avons pas de mal à dire. Est-ce que vous Ok. Mais la légende, Oui, Karl parlait du Ghana. Oui, au nord Ghana, j'aurais appris, c'est au Syndex qui nous l'a appris aussi, qui aurait une contrebande de pétrole entre le nord du Ghana et le nord du Togo. Un réseau criminel local s'est installé là-bas depuis quelques années, depuis 2006. Et voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là où je viens à cette question-là sur les incursions terreau-terreau au nord. Est-ce que ce ne serait pas lié à ça aussi et aux manganèses d'ailleurs qui s'y trouvent? Non, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop pour la simple raison que il n'y a pas que chez nous qu'il y a les incursions. Il y a les incursions au nord du Bénin. Parce que c'est une zone très sensible. On est dans la zone du parc de Pendjari qui déborde un peu sur le Togo, qui est une zone difficilement contrôlable parce que c'est très vaste, le parc de Pendjari. Et les gens, les groupes armés là, ont besoin d'endroits pour se réfugier dans les forêts, pour s'organiser et tout. Et comme on sait que le sud du Burkina, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'espaces que ces gens-là ont conquis. Je pense qu'ils essaient d'élargir leur zone d'opération vers de notre côté. Et ça a été exprimé clairement par leur chef. Et ils ont dit qu'ils vont élargir leur zone vers les pays de la côte. Et pour plusieurs raisons. D'abord, ils vont aussi recruter des éléments. Ensuite, ça leur permet de contrôler aussi les routes. Vous savez, le Togo, la route qui rentre au Burkina, qui passe par
qui rentre au Burkina, qui permet de rallier le Niger. C'est une route très importante en termes de ravitaillement de marchandises. Donc, ils veulent contrôler ces axes-là pour lever aussi des taxes pour financer leur activité criminelle. Donc, je pense que c'est fondamentalement par rapport à ça. Après, le manganèse, c'est toute une autre histoire. Le manganèse, c'est toute une autre histoire. Et là, actuellement, je pense que la mine est à l'arrêt pour le manganèse. Mais bon, je pense qu'il y a un processus de cession à d'autres acteurs pour des raisons sécuritaires. Bon, dès que les choses seront à leur place, je pourrai en parler. Donc, voilà ce que je peux dire. Effectivement. Merci beaucoup. La Légion, si tu n'as plus d'autres questions, je vais passer la parole alors, c'est Raz. J'en ai beaucoup, mais plus pour l'instant. D'accord. Raz Taylor, est-ce que tu peux démuter? Donc, si tu peux poser ta question, s'il te plaît. Donc, on parle des mines aujourd'hui, de la réalité de nos habitants qui côtoient les mines, de l'exploitation, de la fuite des revenus. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Merci. Je me suis Ferdinand. Bonjour. Moi, ma question est très simple. Nous avons le phosphate. Ouais. Nous avons l'or. Ouais. Nous avons le porc. Nous avons le calcaire. J'étais en vacances dans mon village. J'ai vu des Chinois avec des gros machines. Ils ont même aménagé la route de la terre ferme jusqu'au dans les montagnes. Avec les machines, des grues, des bizarreries, je n'ai jamais vu ça. J'ai demandé aux vieux, aux vieilles, ils disent que bon, eux, ils ne savent même pas. Bon, elles ne sont même pas au courant de rien. Elles se sont levées un jour et puis elles ont vu que les Chinois sont déjà là avec la machine. Bon, vous savez que le Togolais ne sait pas trop demander à savoir profondément ce qui se passe. Parce que eux-mêmes là, mes parents même vont dans les montagnes aller creuser et traditionnellement trouver de l'or, quelques graines d'or. Moi-même j'en ai fait ça aussi. On vient avec 5 000, 10 000, c'est déjà bon, on va rassasier. Donc moi j'aimerais savoir, on a tout ça là. Bon, honnêtement, est-ce que c'est la peine de venir nous emmerder avec les taxes qu'aujourd'hui, ETR, que ça là. Moi c'est juste ma question. Non, vous avez entièrement raison, chers compatriotes. C'est parce que je venais de le dire tantôt que si le Togo, il y avait la transparence dans la gestion de toutes les ressources togolaises et que si on a des dirigeants patriotes qui portent les intérêts du Togo dans les contrats miniers à 40%, 60%, le Togo va lever plus de 10 000 milliards de budget. Mais les gens ont intérêt à ce que les choses soient comme ça parce que tous ces Chinois qui agissent là, il y a des gens qui sont derrière eux. Hein. C'est pas des gens qui ont débarqué comme ça, ils ont pris des catapillars, ils sont allés dans les régions pour commencer à creuser. Et derrière eux, il y a des autorités, ministres, officiers, peut-être même à la présidence, il y a des gens qui gèrent tout ça. Et donc tout ça, c'est contrôlé. Et quand on parle... Excuse-moi, je ne te coupe pas. Je voudrais juste rajouter que, en fait, avant qu'ils n'arrivent sur le terrain, ils ont reçu des permis d'exploration ou des permis d'exploitation par l'administration. Donc, voilà. Les permis sont donnés par la direction générale de la géologie et des mines de la géologie, qui était géré par un monsieur qui est resté pendant longtemps là-bas, qui est je ne sais pas s'il est même devenu député uni, mais en tout cas, qui est quelqu'un du pouvoir, qui rencontre directement la présidence, qui s'appelait Monsieur Benbertan. Mais je pense qu'il n'est plus maintenant là, mais il a changé de poste, mais il est resté pendant longtemps et c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent parce que derrière la délivrance de ces permis-là, c'est des commissions, c'est la corruption, c'est tout. Et donc, il n'y a pas que les grandes carrières que nous devons voir. C'est vrai, quand on parle, on voit le phosphate, on voit le manganèse, on voit le marbre, on voit les clinquers. Mais quand vous allez après Thiévier, dans toute la zone d'Agbelouvé et pour là, vous allez voir des petites carrières de sable ou de gravier concassé qu'exploitent les Chinois, les Libanais et les Indiens qui ont défiguré totalement ces villages-là avec des dégâts environnementaux énormes. Je ne sais pas si vous êtes une fois allé vers Gapé, Agbelouvé, au fin fond, Gamé, tout ça là, mais il y a des réseaux qui arrivent
et qui prennent des permis d'exploitation des mines et qui vont sauter les roches là, les roches qui permettent de faire le gravier concassé. Exactement. Voilà. De faire de matériaux de construction aussi, ils appellent ça. Vous savez que tout ce secteur-là, qui est un secteur qui devait être dans les mains des Togolais, sont pris par les Chinois, les Libanais et accessoirement les Indiens. Et même certains hommes d'affaires des pays du Sahel qui sont maintenant investis au Togo. Et donc, et vous savez très bien que pour dynamiter une roche, il faut que l'armée soit présente. Parce que pour dynamiter les roches, il faut que vous importez les dynamites. Et pour des raisons de sécurité, c'est seule l'armée qui met à votre disposition les dynamites. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est-à-dire, pour des raisons de sécurité, aucun homme d'affaires n'importe des explosifs pour venir dynamiter des roches. C'est sous le contrôle de l'armée qu'on fait venir les explosifs qui doivent permettre de dynamiter les roches et après de les broyer. Donc, il y a un officier ou des gens de l'armée qui viennent, qui placent les dynamites et qui dynamitent après, qui repartent et qui vous permettent après... Allez, c'est quoi? On va le signaler là, alors. Ah bon, vous ne m'entendez plus? Si, nous, On est là, on est nous là. aussi, on t'entend très Moi, bien. j'entends. Voilà. Mais là, ouais, il faut que tu rentres dans le WhatsApp et que tu reviennes. Et donc... Ouais. Il a dû recevoir un appel. Vas-y. Donc, et je vous dis des choses qui sont à quelques kilomètres de Lomé. Je vous parle de Agbelouvé, de Gapé, tout ça. Quand vous allez dans les forêts de Gapé, tout ça, vous allez voir des mines qui sont creusées partout. Exploitation du sable, du gravier, et je sais pas, tout ça, par des Chinois et tout ça. Et ces gens se font énormément de l'argent. Ils sortent de l'argent du pays et ils laissent des zones totalement désastreuses pour les populations. Les gens n'ont même plus de terre pour cultiver. Et ceux qui ont les terrains sur lesquels il y a des rochers, vous savez, la misère dans nos localités, les gens se proposent eux-mêmes d'aller vendre ces terrains-là à ces prédateurs. Et l'État ne fait rien pour stopper tout ça. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, il n'y a pas que seulement les grandes mines qui sont concernées aujourd'hui. Quand vous prenez le rapport de l'ITIE, il y a des petites mines qui sont disséminées partout. Par exemple, il y a une société béninoise qui est à Lomé, depuis longtemps, qui drague la lagune et le lac, qui vend du sable. Elle rencontre à qui? Qui est son protecteur? Depuis plus de 10 ans ou 15 ans. Il y a une société béninoise qui est à Lomé, qui a mis un petit bateau là sur la lagune, qui draguait du sable. Et à un moment donné, même du côté de Amoutier V, Bassadi, tout ça, les chefs se sont révoltés parce que à force de draguer la lagune, ça créait des problèmes pour les maisons avoisinantes. Et donc j'ai appris qu'ils sont beaucoup plus maintenant vers le lac. Donc ils draguent le sable dans la lagune ou dans le lac, ils vendent le sable. Et ils payent quoi? Ils payent quoi comme ristourne à l'État? Ils payent quoi? Donc, et ça, est-ce que les Togolais ne peuvent pas faire ça? Est-ce que les Togolais ne peuvent pas avoir des permis pour aller exploiter les rochers, faire du gravier concassé ou du vendre du sable? Est-ce que ça, on a besoin de donner ça aux étrangers? Donc voilà la politique qui est menée au Togo, qui consiste à affaiblir le pouvoir financier des Togolais et à pouvoir les dominer. Voilà. Exactement. On remarque qu'il n'y a aucune politique de protectionnisme, aucune politique de volonté, de puissance, ou voilà, on confie tous les domaines à des étrangers, et même la sous-traitance. C'est ça qui est surtout alarmant, quoi. On lit le contrat là, on se rend compte que en fait, l'exploitant minier, quand il arrive avec non seulement son personnel, mais il arrive avec son industrie, ses sous-traitants, ses services, ses prestataires de services, tout. Donc, en fait, quelque part, on ne fait même pas, on fait à peine travailler le Togo et on injecte à peine de l'argent dans l'économie togolaise. C'est désastreux. Et bon, je vous donne un exemple. Il y a un Burkinabé. Oui. Kanazoué, qui a créé une cimenterie en face de Simtogo, pour ceux qui sont à Lomé. Là où il y avait l'ONAF. Ah là. Là où il y avait l'ONAF. Vous connaissez l'ONAF, abattoir. Quand vous arrivez au rond-point de Simtogo, là, vous avez vu l'abattoir, là où il y avait l'abattoir? Oui. Il y a maintenant une cimenterie qui s'est installée là-bas. Qui s'appelle Simco. Qui s'appelle Simco, Simfaso, Simco, quelque chose comme ça. Simco. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, les gens disent qu'ils voient, oui. Simco, voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, c'est l'entreprise de Kanazoué. Alors, Kanazoué était au départ un client de Simtogo.
maintenant, elle a décidé de s'installer au Togo. Qui lui a vendu ce terrain qui appartient à l'État? Parce que la SONAF, c'est un domaine de l'État. Et qui sont les actionnaires dans cette boîte-là? Et cette boîte emploie majoritairement des gens du pays, du propriétaire de la société. Les Togolais ne sont que des sous-fifres là-bas. Est-ce que c'est normal? Alors que le droit du travail, même au Togo, limite un certain nombre de choses. Je vais chercher le droit du travail que je vais envoyer à Ditri. Ça limite le nombre d'expatriés qui doivent travailler dans une entreprise au Togo. Et combien d'années? Le droit au Togo limite ça. Et les gens ont l'obligation, une fois qu'ils sont installés au Togo, de former les Togolais pour prendre la relève des étrangers qui viennent travailler. C'est-à-dire, si vous amenez un ingénieur israélien, je sais pas, burkinabé, malien, ou je sais pas, français au Togo, au bout de 2 ans, on doit former un Togolais pour prendre sa place. Lui doit partir. C'est dit dans le code de travail. Mais vous allez dans ces sociétés-là de production de ciment, la majorité des cadres sont du pays de celui qui a créé la société. Et les Togolais sont des manœuvres. Ça se passe dans notre pays. Ça se passe dans notre pays. Maintenant, quand vous allez chercher à savoir qui sont les autres actionnaires de ce Burkinabé qui a installé Simco, vous allez trouver nos autorités qui sont derrière et qui ont peut-être 40%, lui il a 60%. Et on lui a cédé les terrains qui appartiennent à l'État. Parce que la SONAF, c'est un domaine du port autonome de Lomé. C'est ça. Donc, vous avez plein de choses comme ça qui se passent dans le pays. Vous avez plein de choses comme ça qui se passent dans le pays. Alors, permettez-moi de citer les 21 sociétés, parce que ça, je me base sur le rapport 2022 de l'ITIE, les 21 sociétés qui exploitent nos ressources. Allez, SNPT, ils sont dans la localité de Kpomé, Dagbati, et dans la région maritime. Il y a Wassem, qui est à Tabligo. SNPT, c'est de droit togolais, 100%, même si c'est géré par les... Voilà. Il y a Wassem, Tabligo, maritime. Scan Togo, région maritime. Togo Carrière, Lili Copé, région maritime. Voilà, un instant. Granu Togo. Oui, voilà. Vous avez vu Togo Carrière? Vous avez vu Togo Carrière? Voilà. On vous a dit Lili Copé, non? Je viens de parler tout à l'heure d'Agbelové, tout ça. Vous avez vu Lili Copé, non? Alors, Togo Carrière, vous connaissez le restaurant qui est à côté de EcoBank, sur le boulevard du Mono, là? Un restaurant qui est à côté du Grand Site. Oui, chic là, très chic, oui. Ouais. Avec des baies vitrées là. Exactement. C'est pour ces gens-là. Ok. C'est pour ces gens-là. Ouais. Waouh. C'est pour ces gens-là. Et aujourd'hui, ils sont dans d'autres domaines. Vous voyez. Donc, ils sont venus, ils ont commencé par exploiter les carrières. Après, ils ont élargi leur truc dans d'autres domaines. C'est eux, ça, Togo Carrière. C'est ça. C'est grave. C'est grave. On a Granu Togo, à Melekpe. Ils sont à Melekpe, dans la région maritime. On a Togo Rail, à Gbelové. TGC, ils sont dans la région de Lassatou et de la région de Kara. Almakar, ils sont dans la région de Agoudja, Badja et dans la région maritime. Soroubat, Soroubat, c'est grave, hein. Ils sont là aussi. C'est ça. Ils exploitent aussi. Ils sont à Goka, à Goka Kopé, ils sont dans la région maritime et ils sont à Libye 2. C'est grave. Soroubat. Il y a Togo Matériaux. Ils sont à Gamekove et dans la région maritime. Il y a US Chine à Lafia. US comme les Nations Unies et Xin comme en chinois, XIN, à Lafia. Ils sont à Dangbe, BV maritime, dans la région maritime aussi. Il y a Sogekar. Mais c'est quoi ça? Sogekar. Goka, Kopé, de région maritime. Il y a EMT. Ils sont dans la localité Bolou Vavachi et dans la région maritime aussi. Il y a Simco, Romagan. Excuse-moi la légende. Ouais, c'est grave. Simco, c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont l'usine dont je viens de parler. C'est Kanazoué, Simco. Et c'est eux qui exploitent le dolomite qui est maintenant après Tado, après Nangbeto. Peut-être vous allez voir ça dedans, Simco. C'est grave, hein. Ils sont à... la légende. Je pense qu'il y a la nationalité des sociétés juste à côté, hein, dans le tableau. Tu peux aussi citer la nationalité. Je pense dans le tableau, tu dois voir
Tu m'entends? Là, je suis sur les productions directement. Je suis pas sur les nationalités. Ah, ok. Je suis pas sur Ok, le tableau voilà. des nationalités. Il y a Scan Togo qui revient toujours, qui est dans la région de Namon et dans la région de Dakar aussi. Et il y a la TDE Oui. qui est, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est grave, hein, ce qui se passe. Toutes ces entreprises-là ne sont pas, hein, à part SNPT, là, hein, qu'on dit qu'il est togolais, qui ne rapporte rien à l'État. À tout le reste qu'on vient de citer, ce n'est pas pour le Togo, hein. C'est pathétique. Voilà, c'est grave, effectivement. On va passer à la parole à, je pense, c'est Robert qui doit avoir la parole. Robert. Oui, le nez a déjà répondu C'est une à question. mes inquiétudes, à ma question. Oui, mais D'accord. sauf que j'aimerais lui dire que il faut pas être loin de nous. Soyez très, très, très proche. Soyez proche de nous. Mais il est déjà très proche, Non, Robert. Je viens de le constater. Le problème, c'est que moi, mes actions sont circonscrites et exclusivement dans le journalisme. Vous voyez ça. Et donc, je ne franchis pas certaines limites. Mais, quelque part, on se rejoint. On se rejoint. Et vous comprenez ce que je veux dire. Quelque part, on se rejoint. Donc, je peux fournir de la matière, comme Didier aussi le fait très bien, qui peut permettre d'alimenter les débats et de faire beaucoup de choses. Parce que pendant longtemps, parce que nous n'avons pas travaillé par le passé, on n'a pas pris le temps de travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont restées cachées aux Togolais. Aujourd'hui, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que plus rien n'est caché. Et donc, on peut tout sortir à tout moment. L'essentiel, c'est de sortir les choses qui sont véridiques, qui sont vraies et que tout le monde peut apprécier. Donc, c'est ça qui est important. Moi, je dis toujours aux gens, vous allez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste. Il y a ce qu'on appelle le journaliste citoyen. Vous arrivez quelque part, il y a une école qui est en délabrement, vous prenez une photo. Et vous pouvez dire, moi, je suis pas d'accord qu'il y ait une école comme ça dans un village. Il y a un dispensaire qui est en délabrement. Vous en parlez. Vous imaginez que tout ce qui se passe là, et ce que la légende vient de citer là, tout ça c'est localisé dans la région maritime. Tout ce qu'il a cité là, les mines là, toutes les mines qu'il a citées là, c'est dans la région maritime. Mais regardez les routes dans la région maritime. Est-ce qu'il y a des routes? Même le blanc, quand il est arrivé, pour des nécessités d'exploitation de nos pays, la première des choses qu'il a eu à faire, il a tracé des routes, il a fait des rails pour acheminer les produits miniers et les produits agricoles. Mais nous, on exploite les régions entières, on ne trace pas les routes. Les gens sortent les minerais sur des pistes qui sont dégradées. Et quand tu vas dans les villages, les week-ends, quand les gens vont dans des funérailles, tu vois l'état de nos villages. Ça fait vraiment pitié. Des gens sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais connu l'électricité dans leur village. Il n'y a jamais eu d'eau potable. Il n'y a jamais eu, je ne sais pas, une quelconque amélioration de leur vie. Mais nous sommes un bout de pays, un tout petit pays. Et si toutes ces richesses-là étaient bien gérées, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Mais je comprends pourquoi c'est pas bien géré, parce qu'un régime de dictature a besoin d'argent pour alimenter les réseaux qui le soutiennent. Quand M. Fonya Singbe dit qu'il donne 60 000 francs aux fonctionnaires, il en a donné aussi plein à l'armée. Il tire ça où? C'est sur quelle ligne budgétaire cet argent a été prélevé? C'est quelle recette qui permet de faire ça? Non, c'est parce qu'il y a une caisse noire quelque part qui permet de faire ce genre de choses et d'entretenir les gens qui soutiennent le régime. Voilà. Donc, un régime de cette nature ne travaillera jamais pour le bien du pays, ni pour la transparence dans la gestion des ressources. Et donc, c'est pas une surprise qu'on en soit là aujourd'hui. Et tous ces mafieux, je vous rappelle que tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, les gens ne le savent pas. Tous les hommes d'affaires qui sont installés au Togo, qu'ils soient des hommes d'affaires au profil sulfureux, tout ça, tous ces gens que vous voyez, quand les campagnes électorales arrivent, ils donnent leur quote-part au parti au pouvoir, en termes de financement. Ah oui, toutes les sociétés dont on parle. Oui, oui. Ok. Oui. Pas seulement toutes les sociétés, même les communautés qui sont installées au grand marché là, ils ont des regroupements, ils cotisent. Ils cotisent. Ils contribuent. Ils cotisent pour la campagne du parti au pouvoir. Mais c'est comme ça que fonctionne une mafia. Ouais, ils cotisent. Exactement. Et derrière, quand ils ont des problèmes, ils sont protégés. Ils cotisent. Et donc, les acteurs
Et les forces qui sont contre un changement au Togo sont multiformes et multifacettes. Vous voyez? Vous voyez? Exactement. Donc c'est ça. Ok. Bon, on va faire vite. Ok, monsieur Junior, s'il vous plaît, vous avez la parole. Vous pouvez démuter. Allez-y, si vous avez une question pour le grand frère Ferdinand, allez-y. Bonjour, monsieur Ditry, bonjour, monsieur Ferdinand. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour tous les panélistes. Je suis très ravi, très content d'avoir écouté monsieur Ferdinand ce matin ici. Moi, je prie que à partir de maintenant, que chaque samedi pratiquement, qu'il vienne nous expliquer des choses comme ça sur d'autres panels. Mais il a déjà son live, c'est live le dimanche. Ne nous permet pas de monter, oui. Il a déjà ses lives les dimanches. Les samedis, c'est nous, et s'il veut bien, il peut intervenir, mais il a déjà ses lives le dimanche. Il n'y a pas de problème. Oui, moi, ça va être dit si je suis libre. Merci beaucoup. Ça nous ferait plaisir. Moi, ma question, peut-être que je serai un peu hors de la logique d'aujourd'hui. Ma question, je vais le poser sur la Constitution 92, l'article 150, alinéa 2, 3 là, qui fait polémique aujourd'hui sur la loi togolaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un peu comme, en tant que journaliste, et puis c'est quelqu'un qui est dans le domaine depuis des années, et je sais que bon nombre de Togolais écoutent ta voix, parce que comme d'autres personnes le disent, ils ne le croient pas. Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Merci, c'est là ma question. Bon, non, je pense que au-delà de l'interprétation de chacun, moi, j'opte toujours pour la voie réaliste. Il faut avancer, s'il vous plaît. Ne perdez pas trop de temps sur ces questions-là, s'il vous plaît. Moi, j'ai suivi ces derniers temps les débats, les accrochages. Je vous assure que il faut avancer. Et il faut vraiment avancer. Vous savez, s'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose, ils ne vous le diront pas publiquement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si moi j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas venir le dire publiquement. Donc, avancez dans ce que vous êtes en train de faire. C'est l'essentiel. Et ne perdez pas trop de temps sur ça. Parce que, vous avez vu, vous avez passé un mois à parler de ça. À parler que de ça. Il faut avancer. Moi, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Donc, laissez les interprétations. Chacun pourra faire l'interprétation qu'il veut, mais avancez. Merci, grand frère Ferdinand. Parole de sage. On va passer la parole à Oracle. Oracle, tu peux démuter ton micro pour poser une question à Ferdinand. On te remercie pour ta réponse vraiment sage. Oracle, vas-y. Merci beaucoup, monsieur Ditry. Je salue tous les panélistes et notamment à monsieur Ferdinand. Monsieur Ferdinand, que j'admire beaucoup et qui m'a permis aussi d'acquérir mes petites connaissances à base sur l'informatique et autres. J'avais voulu intégrer le journal alternatif, mais Dieu en a décidé autrement. Ah ouais. Donc, oui. Donc, ce soir, c'est une bénédiction pour moi d'échanger avec vous et de vous poser certaines questions sur l'actualité politique de notre pays, qui nous est tout cher. OK. Ma première question est de savoir ceci. Que dites-vous de la gestion de la mairie et le Golfe 4 concernant les côtes de notre pays au niveau de Kodjo-Yakope jusqu'à Ramatou? Je pense que c'est le Golfe 4 qui dirige toute cette zone, si je ne me trompe pas. Ma deuxième question est de savoir également au niveau de Aneho, Agodrafo et autres, que dites-vous de l'avancement de la mer? Parce que d'après certaines statistiques, d'ici 20 ou 25 ans, Aneho n'existera même plus. Que dites-vous de cela et quelle est votre proposition, votre opinion par rapport
à ce fléau qui est sur le point d'arriver sur notre cher pays, le Togo. Ma troisième question maintenant. En 2004... tu veux pas... S'il te plaît. Je Allez, pense pas qu'il y a deux questions. Voilà, s'il te plaît. Oui. Après, je vais poser la troisième question parce que cette question m'est très chère. Oui, parce que... Vas-y, voilà, exactement. Okay, on a beaucoup de personnes... Oui, grand frère, tu peux y aller. Oh, il est tombé. Non, pour Golf 4, vous m'excusez de ne pas m'ingérer dans tout ça. Voilà, parce que, s'il vous plaît, là, c'est des questions un peu... tout ça. Mais la seule chose que je voulais rappeler, c'est que la limite de Golf 4 pour la plage, je pense que c'est au niveau de l'hôtel Santa Maria. Et après, c'est Golf 1 de Gomado qui va jusqu'au port. Et après, juste au port, il y a Golf de Baguida, là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est comme ça que c'est sectionné, quoi. Donc, c'est pas Golf 4 seul qui tient toute la côte, non. Et voilà. Donc, c'est la seule précision que vous voulez. Après, bon, le reste, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense qu'il y a eu beaucoup, je l'ai dit tantôt, beaucoup d'investissements pour contrer l'avancée de la mer. Vous savez que la construction de LCT aussi a eu beaucoup d'effets néfastes. Il y a eu des rapports qui l'ont indiqué, d'effets néfastes, et a accéléré aussi l'érosion côtière. Il y a des villages qui sont totalement perdus à partir de Bojome et tout ça. Il y a l'hôtel Ramatou qui est parti. Si je me trompe, je ne sais plus s'il existe. L'hôtel Ramatou existe. En tout cas, toute cette zone-là est très menacée. Mais si on a des dirigeants volontaristes qui ont une vision, ils peuvent stopper ça. On n'a pas une très longue côte. Hein. On a au Nigeria, par exemple, des hommes d'affaires qui ont pris un quartier au Nigeria qui juste la mer, qui sont en train de gagner des terres sur la mer pour construire une cité. Ça veut dire que chez nous, on peut le faire aussi. Il suffit d'avoir une vision et d'attirer les investisseurs pour faire la même chose. Les spécialistes sont là. Ceux qui construisent les pôles d'air, les Japonais, les Hollandais, ces gens-là, c'est leur spécialité. Même aujourd'hui, les Chinois. Donc, il suffit qu'on ait des dirigeants qui ont envie de faire quelque chose de bien pour arrêter ce phénomène-là. Après, c'est vrai, le risque est énorme. La partie la plus risquée, c'est Agbodrafort, qui est le point critique. Hein. Et quand tu lis même les études de certains professeurs d'université de géomorphologie, tu vois bien que Agbodrafort, c'est le point critique. Si on ne fait pas très vite, c'est la zone qui va basculer. Et n'oubliez pas qu'entre le lac et la mer, il y a de la communication géotechnique, je sais pas comment, géomorphologie, c'est la même bande, hein, puisque le lac est à peine à 5 km de la mer, à certains endroits. Quand tu arrives à Agbodrafort, entre le lac et la mer, c'est carrément même pas 5 km. Donc, il y a des communications sur le plan même des eaux souterraines. Donc, espérons que les dirigeants vont prendre conscience de cette réalité-là et attirer les investissements pour mettre fin à ce phénomène-là. Si je peux ajouter, je dirais qu'il y a aussi un projet, le projet Waka, qui est financé par la Banque mondiale, qui devait donc s'occuper de limiter la dégradation et l'avancée du littoral. Mais bon, ça aussi, c'est des milliards. On ne sait pas où ça va, mais bon, c'est grave. Il y a ce projet donc aussi dont il faut qu'on parle un jour. Ok, on va donner la parole à Olivier Bina ou Olivier Binois. Voilà, Olivier Binois, est-ce que vous pouvez démuter votre micro, s'il vous plaît, pour poser votre question? Olivier Binois. Olivier Binois 1. Olivier Binois 2. Olivier Binois 3. Bon, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. À Monsieur Professeur. Monsieur Professeur était le suivant. Monsieur Professeur, vous pouvez démuter votre micro, s'il vous plaît, allez-y. Donc, nous sommes toujours dans le débat sur les mines, sur Scan Togo, et s'il ne faut pas trop déborder du sujet, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonjour, Monsieur Ditry, bonjour, la légende. Bonjour, Ferdinand, grand citoyen d'État. Merci, bonjour à vous. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints sur ce panel aujourd'hui. Et permettez-moi d'abord de dire que mon rêve aujourd'hui pour Ferdinand,
c'est qu'un jour qu'il reçoit le prix Pulitzer. Ça, c'est un rêve caché que j'ai. Et j'espère qu'un jour, si Dieu le veut, il l'aura parce que à un moment donné, on doit saluer tout le travail que Ferdinand a fait, tout le travail qu'il continue de faire aussi. Et Ferdinand, c'est un monsieur, un grand monsieur, que moi, personnellement, j'ai connu à Djidjolé, là-bas, qui, quand on était petit, c'est lui qui nous donnait des conseils. Je me souviens toujours de 2005, la lutte qu'on a faite ensemble. Ouais. Pour avoir une idée de qui je suis, mais ça, on en parlera après. D'accord. Et encore une fois, moi, je reviens sur le côté un peu finance et un peu côté contractuel Ouais. de tout ce que le Togo a entrepris avec le Maroc, avec les autres puissances étrangères. Ouais. Quand on vient au niveau du taux de la bancarisation du Togo, qui est faible par rapport à la population, Ouais. est-ce qu'on peut utiliser ces moyens aussi, ces moyens de lutte, hein, par rapport à cette bancarisation qui est énorme, mais on ne sait pas exactement qui sont, d'abord ma première question c'est de savoir, on ne sait pas exactement qui sont ces actionnaires et tout. Et ma deuxième question, c'est dans le même sens, c'est si on arrive à libérer le Togo demain, après-demain, dans 6 mois, comment on peut arriver à sortir de ces types de contrats en fait? Ça va pour tout, hein. Ça peut aller pour la SNTP, le phosphate, le manganèse, tout ça, ces Chinois qui sont partout. Comment arrivera-t-on? Parce que on peut libérer le pays, mais si on est toujours lié avec ces contrats, comment peut-on sortir de ces contrats, en fait? C'est ça une première partie de ma question. Ouais. Mais je vais répondre par là où vous avez commencé. Demain, il faut une thérapie de choc, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut nettoyer le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan des contrats ou des mines, il faut faire l'état des lieux, faire des audits et nationaliser ce qu'il faut nationaliser. Il faut les nationaliser. Parce que l'audit permettra d'abord de savoir qui sont les actionnaires cachés dans ces grandes sociétés. Et donc, on peut avoir une idée de ce qui, parmi les membres du gouvernement ou du régime, étaient cachés derrière certains prêtres-noms qui prenaient des dividendes. Donc, il faut nationaliser tout ça. Il faut nationaliser tout ça. Je donne un exemple. Quand vous allez vers Agné, après Atakpamé, vous avez des Chinois qui sont là-bas, qui ont pris des terres depuis 1976, 60 combien là, qui soi-disant font de la culture de canne à sucre. Ils ont pris des centaines et des centaines d'hectares aux populations. Ils ont leur propre usine, leur installation, leur barrage. Ils élèvent les poissons là-bas, ils mangent tout là-bas, ils n'achètent rien en dehors de leur zone. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne dépensent même pas 1 franc dans le marché d'Agné pour acheter quoi que ce soit. Ils ont tout là-bas. Ils vendent le sucre qu'ils produisent, ou bien ils l'envoient en Chine, et après le sucre, ils font de l'alcool. Vous avez une fois vu le sucre chinois sur le marché togolais? Quelqu'un a une fois croisé sur le marché togolais le sucre qu'on produit à Agné? Non. Est-ce que quelqu'un a une fois vu l'alcool qu'ils produisent là-bas sur le marché? Mais on ne peut pas laisser des choses comme ça continuer. Les gens sont là depuis 40 ans, depuis 60 ans. Ils ont pris des terres aux Togolais qui, eux, n'ont pas de terre pour cultiver. Et ils sont là, personne ne sait ce qu'ils font. Donc, ces genres de choses, il faut les ramener dans le giron de l'État. Il faut nationaliser. Bon, peut-être nationaliser, c'est trop dire, mais bon, les spécialistes trouveront les bons termes. En tout cas, il faut convoquer les gens, il faut leur faire l'état des lieux et il faut leur dire désormais, si vous voulez rester au Togo, vous avez 30%, l'État prend 70%, si vous n'êtes pas d'accord, dégagez. Vous imaginez des Indiens qui sont venus prendre la Simao. Toute l'installation était là, l'usine était là, toutes les machines. Ils n'ont pas injecté grand-chose. Ces gens-là sont devenus aujourd'hui multimilliardaires. Et ils continuent de creuser notre sous-sol, d'endommager l'environnement, de paupériser les populations. Vous pensez que demain, s'il y a un changement, on va les laisser? Il faut les dégager. Et ce sont les mêmes qui ont créé une société au Ghana là-bas, le train qui passe à Tikoumela, le train polluant là. Comment vous appelez ça? Il y a le train qui on passe... ne connaît pas le nom, hein, mais en tout cas, on voit bien le train est tout nazi. Exactement. Le train qui achemine le calcaire ou bien le clinquet pour aller au Ghana là. Parce que ces Indiens, ils ont une autre société au Ghana. Ils ont une société juste dans la Plaou là-bas.
moi je suis allé même plusieurs fois là-bas, qui produit du ciment. Qui produit du ciment. Donc, je ne sais pas si c'est Fortia ou quoi là, mais ils ont une société là-bas. C'est ça, c'est Fortia. C'est Fortia. Voilà. C'est Wassem Fortia qui est devenu Simtogo après avoir été racheté par Heidelberger. Non, c'est pas la même chose. Parce que Heidelberger est propriétaire de Simtogo, voilà, Scal Togo, Granu Togo. Heidelberg c'est Simtogo et c'est Scan Togo. Ok. Wassem c'est Fortia et leur truc. Wassem, ah ok. Voilà. Et donc, vous voyez ce train qui passe tous les jours. Ce train achemine les minéraux dans cette usine au Ghana là-bas. Quel est le contrat qui lie le Togo à cette industrie là-bas qui est là-bas? Ça rapporte quoi? Le train là passe tous les jours. Il pollue l'environnement. Personne ne dit rien. Personne même ne connaît la quantité même du minerai qui part. Vous savez que quand on a fait les Panama Papers, on a démontré que la quantité même du minerai qui est exploité, les Togolais même ne le savent pas. Ils ont juste des estimations. Ça veut dire que les gens là peuvent exploiter même plus que ça. C'est eux qui déclarent ce qu'ils prélèvent. Exactement. C'est eux qui déclarent ce qu'ils prélèvent. Donc, le train qui passe tous les jours à Tikoumé là-bas, qui achemine le calcaire ou bien le clinker au Ghana, mais personne ne sait à qui ça profite. Donc, vous pensez que si demain il y a le changement, il faut arrêter, il faut remettre tout ça dans le giron de l'État. Il faut faire un audit. Maintenant, l'État peut faire appel aux actionnaires togolais dans ces sociétés-là. L'État peut dire, nous avons ramené toutes ces sociétés dans le giron de l'État, on prend 60% des actions, on donne ça aux opérateurs économiques togolais. Et l'État même peut-être garde un pourcentage de contrôle, de blocage. Je ne sais pas comment vous appelez ça en entrepreneuriat. Et puis bon, l'État va surveiller ça. C'est la minorité de blocage, voilà, au moins 15%. Oui. C'est pour ça, il faut une remise à zéro, une révolution. Regardez, ça ne pourra que passer par là. Regardez le port autonome de Lomé. Je laisse le port, le terminal sur lequel il y avait Bolloré. Je prends la LCT. La LCT, c'est la plateforme qui est créée en face de la cité du port. Là où il y a le restaurant Al-Mushin, là où on extrait le sable avant, là où on prélevait le sable avant. Cette plateforme-là, c'est l'une des plus grandes plateformes aujourd'hui qui permet au port... Alors, je précise, LCT, c'est Lomé Conteneur. Hein. Voilà, terminal. C'est cette plateforme qui permet aujourd'hui au port autonome de Lomé d'être le plus grand port de traitement de conteneurs dans la sous-région. Parce qu'ils font du transbordement. Alors, et les Chinois, ils sont presque actionnaires aujourd'hui à 50%. Avant, ils étaient 40%. Et parce qu'ils ont fait beaucoup de prêts au Togo, avec la construction de l'aéroport, les routes et tout ça, il faut que le Togo paye. On leur a ouvert l'actionnariat. Avant, il y avait des réseaux de SUS et tout ça. On ne sait pas véritablement qu'est-ce que le Togo a comme intérêt dans cette plateforme. D'ailleurs, sur Propargo, vous avez sur le groupe AFD, il y a un prêt de 30 millions d'euros. Ouais. Hein, 30 millions d'euros et le bénéficiaire, c'est Lomé Conteneur Terminal. Ouais, c'est ça. Une société anonyme, hein, ça. C'est grave. Actuellement, ils veulent prolonger leur quai, ils veulent faire des dragages. Ça coûte c'est moins cher. Donc, on ne sait pas. Mais le contrat qui a permis de créer cette société-là, il n'y a que Fonya Simbe seul qui le détient. Après, ils ont saucissonné tous les pans du port autonome de Lomé qu'ils ont vendu. Même la capitainerie, ils ont vendu ça aux gens. Il y a ce qu'on appelle... Ils ont vendu tous les pans de la manutention, la capitainerie, le dragage, la remorque des bateaux. C'est des choses qui coûtent excessivement cher. Ils l'ont cédé à des gens. Donc, on ne peut pas, si demain le pays change, il faut faire l'état des lieux de tout ça. Il faut un audit, hein, oui. De toute façon. Et ramener dans le patrimoine du pays ce qu'on peut ramener dans le patrimoine du pays. Il faut faire de la priorité nationale. Oui. Mais figurez-vous que le Togo est le seul pays qui ne fait pas de la priorité nationale. Tous les autres pays sont en train de faire en sorte que leurs enfants gèrent les biens de leur pays. Il n'y a qu'au Togo. Vous allez au Ghana, pour investir au Ghana aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, vous faites 50-50, hein, ou bien même le Ghanéen prend plus que vous. C'est obligatoire au Ghana. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller au Ghana et investir en étant totalement seul actionnaire. Non. Mais au Togo, on cède tout aux étrangers. Et puis, bien évidemment, derrière les étrangers, il y a la minorité qui est dedans. Voilà. Et moi, ce qui me fait très mal et qui me révolte, c'est que ils sont là, ils veulent pas quitter, mais ils travaillent pas. Regardez la ville de Lomé.
Regardez le Togo, regardez la capitale, regardez les routes environnantes. Vous avez vu quand le pont, là, la passerelle là, est cassée à Déticopé. Vous avez vu les saletés qui sont sur le goudron là, ça c'est la porte d'entrée de Lomé quand tu viens du nord. Vous avez vu les saletés à Déticopé, dans les caniveaux, comment c'est sale, toute cette zone là. Vous avez vu comment Ça, c'est grave. Vous avez vu comment c'est tellement puant, c'est sale, ça c'est pour rentrer dans une capitale. Non, mais en plus, il y a un ghetto qui s'est installé là-bas. De propreté, même balayer les rues, même on n'est même plus capable. Ils appellent ça comment déjà? Il y a un ghetto là qui s'est installé là-bas, dans cette zone. On ne peut pas comprendre ça. Donc, au moins, créer, avoir de la vision, décider de développer la ville et donc permettre aux entreprises togolaises aussi de travailler. Si demain, on fait comme le Bénin, on décide de goudronner les rues ou de mettre des pavés, les entreprises togolaises seront prioritaires, ils vont travailler. Comme je l'ai dit dans un de mes lives, les jeunes qui sont à Lomé, qui sont des manœuvres, pour poser un pavé, tu n'as pas besoin d'une grande formation. Si tu vas par jour, tu prends 2000 francs, tu vas vivre. On va liquider les émigrants qui deviennent des sources de la mort. On va liquider un certain nombre de choses. Hein? C'est ça. Mais bon, c'est pas leur priorité. C'est pas la priorité. C'est grave qu'il n'ait aucune vision économique, aucune stratégie économique pour le pays. Ça, c'est vraiment grave. Parce que, en fait, c'est des gens qui œuvrent pour la destruction de l'économie locale, en fait. C'est ce qu'on constate. Parce que ça n'a pas de sens que le port autonome, qui est, comment dire, le fleuron de l'économie togolaise, soit confié à plus de 90% à des exploitants étrangers. Ça n'est juste pas entendable. Oui, c'est pas normal, quoi, en fait. Monsieur Ditry, justement, d'où le fait qu'on doit aussi prendre encore une conscience encore un peu plus grande de cette lutte, parce que cette lutte, c'est pas juste une petite lutte politique, il y a une lutte financière et économique derrière. Il y a tellement Exactement. Il y a tellement d'enjeux, que ce soit pour des gens de chez nous, ça on le sait, mais des entreprises et des intérêts étrangers au Togo. Et comme M. Ferdinand l'avait dit dans son développement tout à l'heure, c'est que toutes ces personnes, ils vont soutenir fort, que ce soit les Israéliens et les Français. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à fort. C'est lui la racine, c'est lui la garantie. Bien sûr. Que ces gens-là. Oui, mais justement, il faut prendre conscience que la lutte sera très, très dure. Et que la lutte a été dure déjà et qu'elle sera encore plus dure. Parce que moi, en tant qu'entreprise étrangère qui a mes intérêts au Togo, je lâcherai jamais fort. Donc exactement. C'est ça qu'il faut prendre. Ils n'ont pas intérêt qu'ils partent, soit. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'ils partent. Ils n'ont pas intérêt. Donc ceux-là, ils jouent dans l'ombre. Je vais vous faire une confidence. Allez-y, grand citoyen. Il y a certains acteurs politiques togolais que je ne vais pas nommer, qui à un moment donné ont sollicité des appuis financiers auprès d'une entreprise très bien connue en Occident. Et moyennant, bien évidemment, quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont leur donner aussi des facilités. Mais cette entreprise est déjà bien suffisamment installée au Togo. Mais quand ils ont eu à étudier le dossier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'eux, ils vont nous donner demain que Ford ne nous donne pas déjà? Et donc, ils n'ont pas donné suite à leur sollicitation. Donc, ça dit que c'est des deals qui se font pour le maintien d'un pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il y a des intérêts financiers énormes. Des intérêts financiers énormes. Quand vous voyez, par exemple, le MSC, qui a racheté des parts de, je pense, de Bolloré, une partie et tout ça au Togo. Mais quand vous prenez les ramifications, ça va un peu partout. Ça va un peu partout. Ça va un peu partout. Et donc, c'est cette dimension-là que ceux qui veulent prendre le pouvoir, bien sûr, qui combattent le pouvoir, n'ont jamais compris dans la lutte. Parce que la lutte, elle n'est pas que seulement mettre les gens dans la rue, les slogans, voilà, ne vous inquiétez pas, dès qu'on fait les élections, tout va bien se passer, ça va changer. Non, derrière, il y a des enjeux énormes. On a un bout de pays, mais un pays stratégique dans toute cette région. Un pays stratégique dans toute cette région. Et c'est ça même qui fait que, nous paraissons comme un pays maudit. Parce que les intérêts stratégiques que le Togo représente font que personne n'a jamais voulu qu'il y ait des changements au Togo. Pendant longtemps, Blaise Compaoré n'a jamais voulu qu'il y ait changement au Togo.
Il ne l'a jamais voulu. Il a été un acteur, il a rassemblé les opposants, dialogue, il a traité ceux qui peuvent traiter, il leur a donné de l'argent, mais jamais il n'a basculé. Il a toujours soutenu le pouvoir contre les intérêts du peuple togolais. Et il y a beaucoup de chefs d'État dans la région qui profitent du Togo, mais qui ne sont pas avec les Togolais. Ils sont avec le régime togolais, mais ils ne sont pas avec le peuple togolais. Tant que le Togo peut leur offrir des facilités, ils sont avec le régime togolais. Que le Togo soit un pays sale, ce n'est pas leur problème. Donc nous sommes victimes de tout ça. Donc nous devons prendre conscience de cette réalité. Mais les Ghanéens se moquent de nous. Mais les Ghanéens tirent énormément du Togo. Les Béninois pareil. Mais ces gens-là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils n'ont rien à foutre. Que nous soyons, que le changement vienne au Togo ou pas, c'est pas leur problème. Mais quand tu veux traverser le Togo pour aller au Ghana, ils vont se moquer de toi. Donc il n'y a que nous qui devons prendre conscience que il faut véritablement qu'on lit. Oh, personne ne nous soutiendra, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Personne dans la région là-bas ne va nous soutenir. Hein. Le Togo a aidé à déloger Gbagbo, le Togo a aidé à faire beaucoup de choses dans la région, mais au contraire, en retour, personne ne nous aidera. Personne ne nous aidera. Donc c'est aux Togolais de trouver les moyens pour mettre fin à toute cette tragédie. C'est une tragédie qui dure depuis 60 ans. Et c'est énorme. C'est énorme. Donc, en tout cas, c'est une prise de conscience qui fait mal, hein, qui fait très mal. J'ai encore un peu devenu frottin là. Nous avons des entreprises du secteur bois, bâtiment au Togo, qui sont des filiales de multinationales, hein, qui ont des syndicats affiliés à la Fédération syndicale internationale. On a EMN, hein, c'est Eiffage France. Ouais. Eiffage. Il y a Eiffage vient d'obtenir, je vais envoyer ça à Ditré, vient d'obtenir un marché de 30 millions de dollars pour draguer LCT. Effectivement, je l'ai. C'est eux-mêmes qui l'ont publié, hein, c'est pas moi. C'est eux-mêmes. Moi, j'ai vu ça sur leur page, je peux envoyer ça à Ditré. Effectivement. Je l'ai aussi. 30 millions de dollars. 30 millions de dollars pour des travaux de dragage de LCT dans le truc là-bas. 30 millions de dollars. Il y a le groupe, j'avance, hein, Ferdinand, il y a le groupe Vinci et Bouygues. Exactement. Aussi. Il y a Colas. Ouais. Il y a des sociétés chinoises maintenant. Il y a la Société nationale chinoise des travaux des ponts et chaussées. SNPC. Eux, ils étaient en Mauritanie. Et ça, c'est l'une des plus corrompues, d'ailleurs. C'est ça. C'est une grosse mafia. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 entreprises chinoises de grosses mafias. Hein. Il y a le groupe Ebomaf du Burkina Faso. C'est grave ce qui se passe. Ebomaf qui exploite du gravier aussi. Hein. Mais gravier entre guillemets, on ne sait pas si c'est du vrai gravier ou c'est autre chose. Oui. Et du bois. Donc, vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça? Vous imaginez ce que ça représente pour notre pays en termes de richesse? Vous imaginez? En termes de richesse? Mais le Togo ne peut pas avoir un budget de 2000 milliards. C'est pas possible. Même le port seul même ne peut pas fournir au Togo un budget de... Même le port seul peut donner la moitié du budget au Togo. C'est clair. Ouais, le port seul. Et puis après, on va voir les phosphates, le clinker et tout ça. Vous voyez tout le marché de... Mais vous ne citez pas la filière de moto, là. J'y arrive. Et toutes ces entreprises passent par le port.